Regardons comment, en Inde, les autorités ont effectué une descente de police dans un atelier clandestin. 180 enfants ont été libérés et c'est leur regard qui en dit le plus. Rien qu'au Ghana et en Côte d'Ivoire, on estime que 1 800 000 enfants travaillent dans les plantations de cacao, dont près de la moitié peuvent être considérés à des degrés divers comme des travailleurs forcés. À eux seuls, ces deux pays assurent plus de 60% de la production mondiale. Plus globalement, dans le secteur de l'agriculture, dans certains pays, un ouvrier agricole sur 3 est un enfant. Récemment, en Égypte, on a vu des petits de 6 à 13 ans cueillir du jasmin 10 heures par jour, sans repos, pour le compte d'une société européenne de cosmétiques. Dans le monde de l'industrie, on trouve certains de ces enfants un peu partout. Des dizaines de milliers travaillent à temps plein comme mineurs dans les mines d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, mines de charbon, d'étain, de cuivre, d'or ou de diamant, mais aussi carrières de sable, de gravier, d'ardoise ou de sel. En Inde, on compterait plus de 2 millions d'enfants dans les briqueteries. Des enfants domestiques, il y en a aussi en Europe, en Amérique du Nord et dans les riches monarchies pétrolières qui recrutent au Pakistan, aux Philippines ou au Sri Lanka. En Asie, dans l'industrie chimique, les enfants travailleurs sont légion dans la fabrication des pesticides, des teintures et même dans la manipulation d'explosifs ou de munitions. C'est un enfant vendu par ses parents pour une histoire de dette familiale. À 4 ans, le petit Iqbal est ainsi placé dans l'une de ces fabriques de tapis qui, à l'époque, exploite près de 8 millions d'enfants. À 10 ans, Iqbal est déjà usé par le travail, ses mains sont déformées à force de faire des petits nœuds pour les tapis 12 heures par jour. En 1993, un courageux dirigeant pakistanais, président de la Ligue contre le travail des enfants, le fait libérer et voyager. Iqbal témoigne dans le monde entier. Il devient le symbole de millions d'enfants esclaves. On l'écoute, on le décore, il devient même une vedette. La firme américaine Reebok, qui lui décerne un prix. 4 mois plus tard, un triste jour d'avril 1995, alors qu'il est en vélo sur une route près de Lahore, il est assassiné. Version officielle, une dispute de voisinage. Pour les amis d'Iqbal, qui n'ont pas de preuves, le petit garçon est mort, victime de la mafia de l'industrie du tapis. C'est une arme à double tranchant, un outil de pression, mais aussi un outil de destruction. Exemple, après les témoignages du petit Iqbal, la pression est telle sur les fabricants et les exportateurs de tapis que les ventes à l'étranger s'effondrent et que 3 ans plus tard, ces mêmes fabricants signent enfin un accord avec le international du travail. Exemple dans l'autre sens, aux États-Unis, il y a 20 ans, on considère très sérieusement le boycott des textiles produits par des enfants du Bangladesh. Mais prévoyant une baisse des ventes, ceux qui font travailler les enfants se débarrassent alors de 50 000 de ces garçons et filles, lesquels, pour survivre et faire vivre leur famille, se lancent dans des tâches encore plus dangereuses ou sombrent dans la prostitution. Si boycott il y a, ce sont autant de familles qui ne pourront subvenir à leurs besoins essentiels. La solution est donc ailleurs que dans le boycott. Elle est par une revalorisation des produits d'exportation de ces pays. La question étant alors celle-ci, le consommateur est-il prêt à cet effort financier ?